Pendant 2 décennies, j'ai consacré ma vie à mon second mari. Je lavais ses vêtements, je cuisinais pour lui, je l'accompagnais à tous ses rendez-vous médicaux, je restais près de lui à chaque fois qu'il était hospitalisé. Pour moi, c'était simplement ce qu'une épouse devait faire. Jusqu'à ce que je l'entende un jour, dans le couloir de l'hôpital, dire à une autre patiente, « Elle, c'est juste une infirmière bénévole. » C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. J'ai réalisé que ce n'était pas un mariage que je protégeais, mais une escroquerie à laquelle je m'étais livrée pendant 20 ans. Il a fallu 7 instants pour me réveiller. Et j'ai décidé qu'ils allaient enfin comprendre ce que signifiait réellement le mot de justice. J'étais assise sur une vieille chaise pliante, à côté de son lit d'hôpital. Mon café était devenu froid, mais je le tenais toujours dans mes mains sans même m'en rendre compte. Richard dormait, allongé sous les draps, relié à une machine, murmurant quelques mots incompréhensibles dans son sommeil. Je ne savais plus combien de fois il avait été hospitalisé. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent. J'avais le sentiment de veiller un inconnu. Le médecin avait parlé d'un AVC léger. On l'avait amené assez vite, heureusement. Il n'en garderait pas de séquelles graves, disait-il. Mais cet accident avait changé bien d'autres choses. Il dépendait encore plus de moi désormais. Je le nettoyais, je l'aidais à se tourner dans son lit, je lui donnais à manger, cuillère après cuillère. Je me levais toutes les 2 heures pour ajuster sa position, et même si mon dos me lançait de douleur, je lui massais les jambes pour éviter les complications. Les infirmières me répétaient sans cesse que j'étais une épouse exemplaire, que des femmes comme moi se faisaient rares. Je me contentais de sourire. Je n'avais plus la force de leur répondre. J'avais entendu ce compliment trop souvent, au point qu'il n'avait plus aucun sens pour moi, tout comme le reste de cette vie que je menais. Toutes ces tâches, ces obligations, je ne les remettais plus en question depuis bien longtemps. J'en avais oublié ce à quoi j'avais renoncé pour les assumer. La nuit, les visites étaient interdites, alors je rentrais chez moi et revenais à l'hôpital dès l'aube. Ce matin-là, en arrivant, les lumières du poste de soins étaient encore allumées. Un jeune infirmier lisait les fiches de transmission. J'avais dans les mains un café chaud et un sac en papier avec son petit déjeuner. Le couloir a émis un son de désinfectant, assez fort pour me piquer le nez. J'ai posé le sac près de son lit. Des muffins à l'avoine, ses préférés, encore chauds du four, mais le lit était vide. « Votre mari est dans la cour pour prendre l'air », a appelé une infirmière d'un hochement de tête. Il a dit qu'il en avait besoin. Je l'ai remercié et me suis dirigée vers la cour. À cette heure-là, le soleil venait de se lever et la lumière qui filtrait rendait l'espace calme. J'ai pensé le pousser pour une petite promenade. Cette pensée m'a réconfortée et j'ai accéléré le pas jusqu'au coin de la rue et j'ai entendu sa voix. Il était assis dans son fauteuil roulant, discutant avec animation avec le type du lit à accent grave côté, un homme de quelques décennies plus jeune. Je n'avais pas voulu l'écouter aux portes. J'étais simplement restée figée sur place, car la voix qui sortait de la bouche de Richard ne ressemblait pas à celle de l'homme que j'avais aimé toutes ces années. Il parlait avec ce ton suffisant, mi-vandale, mi-narquois. « Dites-moi que je ne suis pas le plus intelligent du monde. » Il a ri. « J'ai la 60aine et j'ai trouvé une femme plus jeune pour m'épouser. Ça ne me coûte rien. Elle fait tout. La cuisine, le ménage, les trajets à l'hôpital. » Rachel saute sur l'occasion de tout gérer. Il eut un rire paresseux, étirant les mots. Un homme libre et fait homme. C'est ce que j'appelle de la chance. Je restais là, mes chaussures collées au carrelage glacé, complètement paralysée. Sa voix n'était pas forte, mais chaque syllabe résonnait dans mes tympans comme un marteau. Elle pense que nous avons une super relation, continua-t-il. Mais j'avais mes plans bien établis. Quand je mourrai, l'argent ira à mon propre sang. Dylan est peut-être un raté, mais il reste mon fils. Quant à Rachel, elle peut retourner chez sa fille et vivre ses vieux jours. Ce ne sera pas mon problème. L'autre homme eut un petit rire amusé. À cet instant, j'eus l'impression que quelque chose en moi se retournait et se tordait violemment. Mon estomac se tordit. Mes yeux me brûlaient, mais je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas lui laisser savoir que je l'avais entendu. J'ai reculé d'un pas, légère et silencieuse comme un fantôme, puis j'ai filé au coin de la rue. Un brancard est passé avec un crissement de caoutchouc contre du linoléum, un bruit qui m'a transpercé la poitrine comme une lame. Je me suis appuyée contre le mur, les yeux fermés, essayant de calmer ma respiration, de refouler le flot de douleur et d'humiliation qui montait. Toutes ces années, j'ai cru faire partie de quelque chose d'important pour quelqu'un, que dans ces derniers chapitres, nous serions un refuge l'un pour l'autre. Mais non, pour lui, j'étais juste commode, juste utile. Et quelle était la blessure la plus profonde? J'avais vraiment tout donné. Je ne l'avais jamais considéré comme un fardeau. Je tenais à lui parce que je le voulais, parce que cela me semblait juste.
Même lorsque ma colonne vertébrale me lançait sous la tension, même lorsque son fils ne me reconnaissait jamais comme un membre de sa famille, je ne me plaignais jamais. Je donais, donais, donais. Mais maintenant, je savais que ma gentillesse, mes sacrifices n'avaient fait qu'alimenter son ego. Je n'étais qu'un pion dans son histoire, un objet dont il pouvait se vanter. Quand je suis revenue dans la chambre, Richard était de nouveau au lit. Il a levé les yeux et a souri. « Tu as eu les muffins ? Tu ne devrais pas te fatiguer, tu sais. Je disais justement au type en bas, tu es la seule personne sur qui je peux toujours compter. » Je l'ai regardé, mes lèvres se tordant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Cette phrase, celle sur qui je peux toujours compter. Dans son esprit, cela signifiait probablement celle qui est la plus obéissante. Je n'ai rien dit, mais dans mon cœur, j'ai gravé ce moment dans la pierre. Non pas parce que j'étais brisée, mais parce que j'étais enfin réveillée et que j'étais encore en vie, ce qui signifiait que j'avais encore le choix. En rentrant de l'hôpital, je n'ai pas allumé la lumière de la journée. C'était un de ces rares après-midi ensoleillés en Californie, mais la maison était aussi froide qu'un sous-sol. Je me suis assise recroquevillée sur le canapé, les bras autour de moi, immobile, comme si je m'efforçais d'entendre une voix venue d'un lointain passé, essayant de me rappeler l'année où j'ai commencé à me laisser disparaître. Cette maison n'a jamais été mon choix, je ne l'ai jamais aimée. Elle appartenait à Richard et à sa première femme. Quand nous nous sommes mariés, il a refusé de déménager. Il disait que Dylan s'était habitué à cet endroit. Une nouvelle maison serait trop pour lui. Dylan avait déjà 15 ans, il était plus grand que moi et levait constamment les yeux au ciel. Il ne m'a jamais appelé « maman », et même dire « Rachel » semblait forcé. Mais j'ai quand même dit oui. J'ai emménagé avec 2 cartons de livres, une marmite et un chat dans le passé de quelqu'un d'autre. Je pensais qu'avec assez de gentillesse et de patience, je pourrais être acceptée. J'ai passé 3 mois à refaire la cuisine, à frotter les taches de graisse sur les murs avec de l'eau citronnée petit à petit. À l'époque, je travaillais encore à la bibliothèque. Chaque soir après le travail, je faisais les courses et je préparais des repas qui leur plaisaient. Je me souviens de notre premier Thanksgiving. J'ai passé 2 nuits à apprendre à rôtir une dinde maison. 5 minutes après l'avoir posée sur la table, Dylan, en consultant son téléphone, m'a dit « Cette sauce est bizarre. Celle de ma mère était toujours meilleure. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste débarrassé les assiettes en silence. À l'époque, je croyais encore que la patience pouvait gagner les cœurs. Avec le recul, c'était la première fois que je devenais invisible. La première fois que j'ai réalisé que cette maison n'était pas la mienne et ne le serait jamais. Je suis restée aux côtés de Richard pendant son licenciement. Je me suis occupée de chaque formalité et signature. Après le décès de son ex-femme d'un cancer, il a sangloté son nom, et je lui ai simplement servi du thé, sans jamais me plaindre. Quand Dylan a abandonné ses études, j'ai puisé dans mon épargne retraite pour payer ses dettes de carte de crédit, juste pour que Richard puisse dormir un peu plus tranquille. J'ai fait de mon mieux pour faire partie de cette famille. J'ai fait semblant d'aimer le golf, de comprendre leur mépris pour les nouveaux voisins, de ne pas remarquer quand ils oubliaient de me présenter aux réunions de famille. Un jour, au mariage de sa nièce, Richard m'a présenté ainsi, « Voici Rachel, une amie de la famille. » Je tenais mon verre de vin comme une figurante, souriante, lisant un scénario où mon personnage n'avait pas de nom. Ce soir-là, je suis restée assise seule dans le garage, à pleurer pendant une demi-heure. Puis je me suis essuyé le visage et j'ai préparé le dîner comme si de rien n'était. Je pensais que le mariage ressemblait à ça. Le compromis, l'amour, une grâce discrète. Nous n'étions plus jeunes. Se remarier avait un poids. Je me disais que je n'avais besoin ni de romance, ni de rituel, ni de déclaration, juste de quelqu'un avec qui vieillir, de quelqu'un sur qui compter. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas un partenariat, c'était de l'exploitation. Dès que j'ai entendu Richard me traiter de femme de ménage, chaque once de tolérance, chaque fois que j'ai ravalé ma fierté, chaque compromis que j'ai fait s'est effondré comme des poutres sous un poids soudain. Et j'ai dû me demander, toutes ces années, de qui on prenait vraiment soin. Qui faisait vraiment les sacrifices. Alors que j'étais assise là, perdue et pensive, la sonnette a retenti. J'ai essuyé les larmes sur mes joues, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai ouvert la porte. C'était Dylan. Il portait un sweat à capuche délavée, les mains enfoncées dans ses poches. Dès qu'il est entré, l'odeur m'a frappée. Cigarette et lessive. Sans un regard dans ma direction, il est allé droit à la cuisine et a ouvert le réfrigérateur. « Où est papa ?» a-t-il demandé en fouillant. Le docteur a dit que ce n'était pas grave, hein? Il m'a dit de passer prendre quelques affaires. J'ai gardé une voix calme. Il est toujours à l'hôpital. Si tu as le temps, tu pourrais aller le voir. Il a haussé les épaules, visiblement indifférent.
Puis il a sorti un coca et a dit d'un ton détaché, je lui ai dit de régler ça vite. Inutile de laisser un désordre plus tard. Mes jointures sont devenues blanches. Il s'est laissé tomber à la table à manger, sirotant à sa paille avec un sourire narquois. Ne le prends pas personnellement. Ce n'est pas comme si cette maison t'appartenait de toute façon. Je n'ai pas répondu, mais à cet instant, j'ai entendu une porte claquer au plus profond de moi. J'en avais assez. Fini d'essayer de le séduire. Fini de faire semblant d'être une bonne belle-mère. Fini de m'accrocher au fantasme qu'un jour cette maison pourrait devenir mon foyer. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Je me suis penchée et j'ai éteint discrètement la lumière de la cuisine, ne laissant qu'une chaude lampe ambrée briller dans un coin. Dylan a froncé les sourcils, mais je n'ai pas dit un mot. Le jour où Richard est sorti de l'hôpital, la lumière du soleil était presque cruelle. Alors que l'infirmière le conduisait jusqu'à l'entrée principale de l'hôpital, il a souri et a dit « Ça fait du bien d'être à la maison ». J'ai souri aussi. Mais c'était un sourire qui s'arrêtait à la surface, sans jamais atteindre mes yeux. La maison ne me semblait plus une parole de confiance. Cette maison, même après 20 ans, me semblait un espace prêté. L'air lui-même semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Je me suis garée au fond de l'allée et l'aidé à monter dans la voiture. Il a immédiatement grommelé que le siège était trop ferme. Je n'ai rien dit, j'ai juste resserré la ceinture. En sortant du parking de l'hôpital, je l'ai regardé dans le rétroviseur. Il avait les yeux fermés, la tête renversée en arrière comme un monarque vieillissant attendant d'être servi. De retour à la maison, j'ai fait comme d'habitude. Je lui ai servi un verre d'eau, préparé le lit, bordé sa couverture vert olive préférée. Il s'est installé sur le canapé, a allumé la télévision et m'a demandé de lui trouver son album photo, Alaskan Hunter. Sa routine a repris sans un instant. Aucune culpabilité, aucune pause, comme si cette conversation dans le couloir de l'hôpital n'avait jamais eu lieu. Mais je savais que tout avait changé. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à éplucher ses factures d'hôpital. Cet après-midi-là, j'étais assise dans le bureau, feuilletant le classeur gris foncé. Formulaire d'assurance, paiement reçu, avis médicaux. J'avais une noisette de baume sur mes articulations, sèche en feuilletant les pages une à une. Il avait un système méticuleux. Chemise bleue pour les soins médicaux, rouge pour les relevés bancaires, jaune pour les assurances privées. Puis une feuille glissa de la chemise jaune et atterrit face contre terre sur le tapis. Je me penchai pour la ramasser sans réfléchir, mais dès que je vis la liste des bénéficiaires imprimée dessus, j'eus l'impression qu'une lame émoussée m'avait entaillé la poitrine. Premier bénéficiaire, Dylan Moore. Première bénéficiaire également, Emily Moore, ex-femme. Mon nom n'y figurait pas, même en tant que nom secondaire. Je fixai le papier. Mes doigts se mirent à trembler. Ce n'était pas une question d'argent. Je n'avais jamais imaginé que Richard me laisserait un héritage important. Mais je pensais qu'après 20 ans de vie commune, au moins mon nom serait là, ne serait-ce qu'un geste, une ligne sur une page qui dirait que tu comptais. Mais maintenant, je comprenais. Je n'étais pas dans son avenir, ni même dans son au-delà. J'étais restée. Je passais des nuits blanches à faire ses impôts, je m'asseyais à ses côtés pendant une hémorragie gastrique, j'écrivais son discours de départ à la retraite. Tout cela me semblait soudain une farce cruelle. Pourtant, tout était planifié, chaque papier signé, chaque détail classé, sauf une chose. Moi, la femme qui n'était plus qu'une simple compagne de voyage. J'ai glissé le document dans le dossier, sans un bruit. Ce soir-là, nous avons mangé des lasagnes. Il en a pris une bouchée et a immédiatement froncé les sourcils. Il y a quelque chose qui cloche, a-t-il marmonné. Ça n'a plus le même goût. J'ai répondu sèchement. Je n'ai pas mis de mozzarella. Il a froncé les sourcils. N'avais-je pas dit que je n'en voulais pas sans fromage? Je suis restée silencieuse. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a marmonné. Tu as fait semblant ces derniers temps. J'ai levé les yeux, la voix calme comme l'eau qui dort. Peut-être que j'y vois plus clair ces derniers temps. Il s'est arrêté quelques secondes, comme s'il attendait que je lui explique. Moi, non. Après le dîner, il a fait comme d'habitude, s'est allongé sur le canapé, les yeux fermés, prétendant. Pour le calmer. Je me suis assise en face de lui, un livre que je n'avais jamais ouvert à la main. Une seule question revenait sans cesse à l'esprit. Comment continuer à prendre soin de quelqu'un qui vous a systématiquement exclu de son testament, de ses projets, de sa fiducie? Pendant 20 ans, j'avais cru faire partie d'un contrat appelé mariage. Mais maintenant, je voyais ce que c'était, un travail non rémunéré. J'avais été embauchée avec l'affection comme monnaie d'échange, la compassion comme compensation et le silence comme indemnité de départ. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation. Minutieuse, polie et profondément personnelle.
Et j'avais accepté de mon plein gré. Il le saurait. J'ai fermé le livre, me suis levée en silence et suis allée dans la cuisine. J'ai fait la vaisselle une par une. Après m'être séché les mains, je les ai posées sur le comptoir et j'ai fermé les yeux. Et une voix dans ma tête, calme et certaine, « Attends, c'est l'heure. C'est l'heure de décider. » 2 jours plus tard, j'ai enfin trouvé le courage de composer le numéro. Le téléphone a sonné 3 fois avant que la voix de New York ne résonne comme une vague. Une douce brise printanière. « Dis donc, chérie, c'est toi ?» J'étais juste derrière, en train d'arroser les lilas. Je n'ai presque pas entendu le son. Ma gorge s'est serrée. Il m'a fallu un moment avant de pouvoir parler. « As-tu le temps de parler ?» Elle l'a entendu instantanément. Quelque chose dans ma voix. Son ton a changé, calme mais ferme. « Où es-tu ? Viens ici. Tu n'as pas besoin d'expliquer. » « J'attends. » J'ai raccroché, pris mes clés et suis partie sans hésiter. 30 minutes plus tard, j'étais devant son magasin de fleurs. Elle l'avait baptisé Bloom on Purpose. Un carillon à vent teintait doucement au-dessus de la porte, à côté d'un tableau noir sur lequel était écrit « Le langage des fleurs du jour ». Tu ne dois rien à personne. Dès que je suis entrée, Nancy m'a prise dans ses bras. Quelque chose en moi a failli se briser. Je n'ai presque pas pu me retenir. Elle m'a ramenée sur la terrasse et m'a servi un verre de thé citron-menthe. Je n'y ai pas touché. Je restais assise là, à fixer le sécateur à rosier posé sur sa table, avant de lâcher. J'ai l'impression d'avoir été éventrée pendant des années sans même m'en rendre compte. Elle ne parla pas, écoutant simplement. J'inspirais profondément et lui racontais tout. Ce que j'avais entendu dans le couloir de l'hôpital, les documents d'assurance vie, l'indifférence suffisante de Dylan, le silence de Richard. À un moment, ma voix se tut presque. Je le trouvais un peu vieux jeu, murmurai-je. Je ne savais pas qu'il ne me considérait pas comme un membre de sa famille. Nancy parla enfin, d'une voix ferme et tranchante. Il ne te considérait pas comme un membre de sa famille, Rachel, parce qu'il ne t'avait jamais vue comme une personne. Il te voyait comme une accoucheuse. Je la regardai, sans voix. Rachel, tu n'es pas sa femme. Tu es une aide à domicile bénévole. Elle marqua une pause, le regard fixe, aussi posé et inflexible que l'arbre nain de sa cour qui fleurissait toute l'année. Il faut que tu te réveilles. J'ai 60 ans, murmurai-je. Je ne sais plus où aller ni ce que je ferai maintenant. Elle me coupa la parole sans hésiter. Va voir ta fille ou reste ici, dans la chambre au-dessus du magasin. Le dernier locataire vient de déménager. Franchement, j'adorerais t'avoir. J'eus un léger rire amer. Je n'ai jamais été douée pour le changement, Nancy. Je ne suis pas sûre d'en être capable. Écoute-moi. Elle se pencha vers moi. Tu sais comment je me suis séparée de mon mari. Mon ex s'est enfui avec sa secrétaire. J'avais 29 ans, un bébé sur la hanche, une montagne de dettes et toute une famille me disant de faire avec. Tu sais ce que je leur ai dit ? J'ai secoué la tête. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai dit, je préférerais manger des nouilles instantanées toute ma vie plutôt que de continuer à prétendre qu'un homme sans valeur mérite ma dignité. J.I. rit. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai vraiment ri. Elle m'a tapoté la main. Tu n'es pas faible, Rachel. Tu es juste trop gentille. Assez gentille pour t'enfermer dans une cage que quelqu'un d'autre a construite. J'ai baissé la tête, les yeux brûlants. J'ai pris une grande inspiration et j'ai enfin senti une fissure dans le poids qui pesait sur ma poitrine depuis si longtemps. Nous sommes restés dans son jardin pendant des heures cet après-midi-là, à discuter de tout et de rien. Avant de partir, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'es pas une femme abandonnée sur le tard. Tu es une femme qui choisit, enfin de cesser d'être fidèle aux mauvaises personnes. En sortant de sa boutique, je n'ai pas regardé en arrière. Je savais qu'au moment où l'on avance, vraiment, on ne se retourne plus. Quand je suis rentrée à la maison, il faisait déjà nuit. La maison semblait creuse. Le genre de silence qui s'accroche au mur comme une seconde peau. En bas, la télé était toujours allumée. Une émission financière de fin de soirée que Richard avait laissée en marche. Le présentateur divaguait sur la bourse. Des boîtes de plats à emporter jonchaient la table. Un couvercle était resté ouvert, des frites molles s'en déversaient. Dans l'évier de la cuisine, les tasses de café du matin flottaient dans l'eau croupie. Je restais là, dans l'embrasure de la porte. Je n'avais pas allumé la lumière. Je n'avais pas bougé. Juste regardé. Même depuis son retour, il n'avait pas pris la peine de faire semblant. Non, merci. Non, comment vas-tu ? Il avait complètement normalisé ma présence, tout comme il avait normalisé l'idée que je resterais toujours. Mais cette fois, je n'allais pas l'accepter. Ce soir-là,
je me suis assise dans le bureau et j'ai sorti une vieille photo. C'était moi et Sandra, ma fille issue de mon premier mariage, le jour de sa remise de diplôme. Nous étions bras dessus bras dessous, toutes deux souriantes. Ses cheveux étaient au vent et je tenais un bouquet d'œillets. J'ai longuement contemplé ses fleurs. Puis je me suis levée, je suis allée au placard et j'ai commencé à faire mes valises. Ni par rage, ni par dépit, mais parce que j'avais enfin compris. Il fallait que je quitte l'endroit qui m'avait dépouillée de ma personnalité. Il fallait que je parle à Sandra, que je parle de l'avenir, que je me demande si, à 60 ans, il était encore possible de prendre un nouveau départ. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour Boston. Dès ma descente d'avion, elle était là, Sandra, qui m'attendait à la porte d'embarquement. Elle portait un manteau de laine vert foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple chignon, et son regard exprimait un mélange d'inquiétude et de tendresse. Dès que j'ai franchi la porte d'arrivée avec ma valise, elle s'est précipitée vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Et c'est là que j'ai compris. Il y avait encore quelqu'un au monde qui se souciait de moi. Non pas parce que je préparais le dîner, que je pliais le linge ou que je m'intégrais parfaitement à un rôle précis. Juste moi. Tu n'as pas l'air bien, dit-elle doucement en scrutant mon visage. Je n'ai pas beaucoup dormi, ai-je répondu en essayant de sourire. Ma voix était rauque. Elle n'insista pas, prit simplement ma valise et me conduisit au parking. Nous parlâmes à peine pendant le trajet. Sandra s'arrêta devant chez elle. Une maison à 2 étages nichée dans une banlieue tranquille de Boston, avec un jardin devant la maison qu'elle entretenait elle-même. Un tapis de neige était posé sur le pas de la porte et un petit panneau en bois disait « Bienvenue à la maison ». Debout là, mon nez me piqua soudain des larmes. « Entre, maman », dit-elle doucement. J'ai préparé une soupe au potiron. La cuisine était comme dans mes souvenirs, lumineuse, propre et accueillante. La table était déjà dressée avec un panier de pain complet tranché. Je m'assis et elle apporta la soupe fumante, s'asseyant en face de moi. Puis, d'une voix calme et franche, elle dit « Dis-moi ce qui se passe ». Je baissai la tête pour souffler sur la soupe, mais des larmes coulèrent dans le bol avant que je puisse en prendre une seule gorgée. Je n'ai jamais été quelqu'un qui pleure facilement. Mais à cet instant, je réalisais à quel point j'étais fatiguée. Fatiguée de ne pas pouvoir être une mère fragile, je lui ai tout raconté, tout ce qui s'était passé dans cette maison étouffante. Elle écoutait en silence. De temps à autre, ses sourcils se fronçaient, comme si elle retenait une fureur qui menaçait de déborder. Quand j'ai enfin terminé, elle a posé sa cuillère et a parlé avec un calme empreint d'une force d'acier. Il a bafoué ta dignité. Il a bafoué ton droit à vivre librement. J'ai esquissé un léger sourire amer, mais je l'ai laissé faire pendant 20 ans. Elle a levé les yeux et son expression s'est adoucie. Maman, tu as fait ce que tu pensais être juste. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'amour. Mais maintenant, il est temps de faire tes propres choix. Ai-je murmuré. Crois-tu que je puisse encore tout recommencer? J'ai 60 ans. Elle est restée silencieuse un instant, puis a souri, confiante, posée. Bien sûr que si. Tu as de l'expérience, de la sagesse, des économies et des gens qui t'aiment. Plus important encore, tu es toujours là. Tú es en viernes. Je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché lentement la tête. Nous devons examiner ses actifs financiers et ce qui constitue un bien matrimonial. Sandra dit, je t'aiderai à trouver un avocat en qui j'ai confiance. Tu n'as pas besoin de te lancer dans une vaste campagne de vengeance, mais tu dois reprendre ce qui te revient de droit. Je ne sais même pas par où commencer, avouai-je. Tu commences, dit-elle en se levant, en s'approchant et en posant doucement une main sur mon épaule, sachant que tu n'as pas à endurer ça. Tu as déjà franchi le pas le plus dur. Le reste a maintenant une direction. Cette nuit-là, je suis restée dans sa chambre d'amis. Devant la fenêtre, un vieux chêne étendait ses branches sous le clair de lune, tel un gardien vigilant. J'étais allongée dans mon lit, feuilletant un vieux carnet que j'avais glissé dans mon sac. La première page disait « 3e année de mariage ». Richard avait construit un banc dans le jardin. Nous nous sommes assis ensemble pour regarder les feuilles tomber, en sirotant un chocolat chaud. J'ai fixé la ligne, puis j'ai soigneusement arraché la page. Non pas par haine, mais parce que j'avais enfin compris. Tous les souvenirs partagés ne méritent pas d'être conservés. Le lendemain, de retour à la maison, je n'ai pas trié le pilulier de Richard comme d'habitude. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable en silence et tapé une expression que je n'avais jamais cherchée auparavant, protection du patrimoine des femmes remariées. Les mots semblaient étrangers et presque abrasifs à l'écran. Mais je savais que je devais commencer à apprendre. J'ai passé la journée entière à parcourir les sites web de 3 cabinets d'avocats différents, épluchant plus d'une douzaine d'études de cas sur le divorce et le partage du patrimoine à un âge avancé.
Il s'est avéré que je n'étais pas la seule femme à m'être réveillée à 60 ans. Je n'étais pas la seule à avoir réalisé qu'elle vivait dans une relation économiquement contrôlée. Cet après-midi-là, j'ai soumis une demande de consultation juridique. Un cabinet d'avocats local, dirigé par des femmes, m'a répondu par un premier entretien téléphonique prévu 3 jours plus tard. Parallèlement, j'ai commencé à chercher un emploi à mon compte, un emploi qui me permettrait de subvenir à mes besoins après le divorce. J'avais de l'expérience en édition et en secrétariat. J'ai donc trouvé un poste à temps partiel à distance sur une plateforme de contenu. Ce n'était pas facile, mais le petit salaire que je gagnais, un argent qui n'appartenait qu'à moi, m'a apporté une sorte de réconfort. Une liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La plupart du temps, je passais des heures seule dans le bureau, à feuilleter de vieux albums photos et des journaux intimes. Un jour, je suis tombée sur une photo d'un voyage d'affaires à San Francisco, il y a plus de 10 ans. Je portais un pull bleu marine, debout devant le Golden Gate Bridge. J'avais des yeux brillants et un sourire discret aux lèvres. À l'époque, j'adorais la photographie. Je faisais de la pâtisserie. J'allais au musée toutes les semaines. J'ai même écrit un court article sur les histoires orales des femmes. Il n'a jamais été publié, mais j'en ai été fière pendant longtemps. J'ai fixé cette photo un moment, la tenant dans mes mains, me remémorant la version de moi qui adorait la vie. Et puis Richard a ouvert la porte. Dylan dit qu'il vient dîner. Il a annoncé. J'ai cligné des yeux. Il n'est pas passé il y a quelques jours? Et alors? A dit Richard, la voix teintée de suffisance. Ce n'est pas comme si tu avais autre chose à faire. Fais juste quelques plats supplémentaires. Il amène sa petite amie aussi. Je me suis retournée et suis entrée dans la cuisine. Mais cette fois, je n'ai pas perdu mon temps ni mon énergie à préparer quelque chose de spécial. J'ai pris quelques plats surgelés dans le congélateur et j'ai préparé 2 salades en conserve. Sans effort, sans explication. Ceux que je m'apprêtais à quitter ne méritaient pas qu'on casse un autre œuf en leur honneur. Qu'ils mangent ou non. Quand ils sont arrivés, j'étais déjà assis à la table à manger, en train de corriger un manuscrit que je n'avais pas encore terminé. La voix de Dylan a été la première à briser le silence. Mon Dieu, cet endroit sent la maison de retraite. Comment peux-tu supporter ça, papa? Sa copine a grogne. Tu m'as dit que Rachel était une sorte de femme de ménage-chef. C'est pire que des plats à emporter. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai juste tourné une autre page. Dylan est entré dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur, a fouillé, puis est revenu et a frappé sur la table. C'est fini pour le dîner. Tu sais que mon père fait de l'hypertension, n'est-ce pas? Je l'ai finalement regardé. Ma voix était calme. Si tu n'aimes pas ça, tu es libre d'aller manger ailleurs. Richard fronça les sourcils, essayant d'arranger les choses. Il ne voulait pas dire ça comme ça, Rachel. Tu n'es pas obligée d'agir comme ça. J'ai posé mes papiers et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors le stress est une excuse pour être impoli maintenant. Dylan a laissé échapper un petit rire et s'est tourné vers sa petite amie. Tu vois ce que je veux dire? Avec cette attitude, pas étonnant que mon père ne l'ait pas inscrite comme bénéficiaire de son assurance vie. Tu sais, ils sont mariés depuis 20 ans et elle ne touche pas un centime. Hors de question, a dit la fille, l'air choqué. Alors, qu'est-ce qu'elle y gagne? Dylan a haussé les épaules. Je ne sais pas. Un sentiment d'accomplissement après avoir joué la nourrice auprès d'un vieil homme. Je me suis levée lentement, d'une voix froide et dure comme l'acier. Ce qui m'y attendait, c'était qu'à l'époque, je n'y voyais pas assez clair pour réaliser que ton père était un lâche déguisé en gentleman. Le silence est tombé dans la pièce. Je me suis tournée vers Richard. Ce que j'ai fait pour toi toutes ces années n'était pas hors de propos. Faiblesse. C'était parce que je croyais que tu en valais la peine. J'avais tort. Puis j'ai regardé Dylan, mes mots gagnant en rapidité et en poids. Et je n'ai pas besoin que tu me rappelles que je ne suis pas ta mère. Je n'ai jamais voulu l'être, mais je suis plus humaine que tu ne le seras jamais, car je comprends des choses comme le respect, la gratitude et la décence élémentaire. J'ai balayé la table du regard, puis j'ai dit haut et fort, c'est le dernier repas que tu mangeras dans cette maison qui vient de mes mains. À partir de ce soir, nous nous séparons. Je demande le divorce. Mon avocat est déjà en poste. Richard pâlit, puis rougit. Il s'élève brusquement. Rachel, tu ne peux pas, je peux absolument. Je l'interrompis. Ma voix était tranchante comme un rasoir, mais calme. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas une explosion émotionnelle. C'est une décision. La plus claire que j'ai jamais prise en 60 ans. Je me retournai, entrai dans la chambre, fermai la porte derrière moi, ouvris le tiroir, sortis la lettre de confirmation du cabinet d'avocat et la scotcha délicatement au dos de la porte.
Ce moment ne signifiait pas seulement m'éloigner d'eux. Il s'agissait de revenir à moi-même. Le matin où j'ai quitté cette maison, la rue était étrangement calme. J'avais fait mes bagages légers, 2 valises, un classeur et un petit sac de médicaments. Nancy arriva pile à l'heure et ne posa aucune question. Elle prit juste un sac de livres sur le seuil et me fit un petit signe de tête entendu. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, appuyé contre le chambranle. Son visage avait une expression qui j'oscillais entre la moquerie et l'incrédulité. Il ne dit pas un mot, mais son regard en disait long. « Allez, prouve-le-moi. » Il pensait probablement que je bluffais, que je me défoulais juste en pensant que je changerais d'avis après 1 ou 2 moments dramatiques. Il ne prit même pas la peine de m'en empêcher, mais je savais que son silence était exactement ce qu'il était, sa vieille tactique, l'oppression par l'indifférence, le contrôle par le dédain. Il pensait que le silence le rendait puissant. Cette fois, il se trompa. Je ne dis pas grand-chose, juste une ligne avant de fermer la porte. Si tu veux que quelqu'un te cuisine la prochaine fois, essaie de proposer un salaire. La porte se referma dans un doux bruit final. Pas de larmes, pas de nostalgie, juste le calme. L'appartement de New York à l'étage était petit, à peine 37 mètres carrés, mais il était chaleureux, propre et entièrement à moi. Il avait sa propre kitchenette, une fenêtre orientée à l'ouest, et juste à l'extérieur, son jardin était en pleine floraison. Les tulipes avaient explosé de couleurs comme pour m'accueillir. Je m'assis au bord du lit, à regarder. La lumière du soleil se répandait sur le parquet. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une sorte de paix. Personne n'avait besoin de moi. Personne ne me donnait d'ordre. Personne ne me rabaissait. Il n'y avait que moi. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour moi-même pour la première fois depuis des années. Courges buternues rôties, salade de chèvre et de noix, et un verre de relin frais. La cuisiniere crepitait. Une brise florale entrait par la fenêtre et je me suis assise seule à une petite table, écoutant un disque de jazz vintage que Nancy m'avait offert, chantant doucement en mangeant. Après le dîner, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connectée à ma plateforme de révision. La rédactrice m'avait laissé un message dans le système. Votre correction était incroyablement précise. Si cela vous intéresse, nous serions ravis de vous proposer des missions plus régulières. J'ai souri. Pas le sourire poli, le vrai sourire, celui qui vient de la gratitude envers moi-même, pour le choix que j'ai fait de partir. Je m'attendais à ce que Richard éclate d'ici quelques jours. Il ne l'a pas fait. Juste 2 SMS. Combien de temps comptez-vous faire durer le plaisir? Tu crois vraiment que tu ne le regretteras pas? Je n'ai pas répondu. Nancy m'a dit, ne te retourne pas. S'il éprouvait vraiment des remords, il saurait s'excuser sans qu'on le lui demande. Dylan n'est jamais revenu. Peut-être pensait-il qu'avec mon départ, la maison semblait plus libre. Mais je savais qu'il ne leur faudrait pas longtemps pour réaliser ce qu'ils avaient vraiment perdu. Pas seulement la femme qui avait fait tourner la maison, mais le dernier lambeau de dignité derrière lequel leur vie s'était cachée. J'ai lentement commencé à construire un nouveau rythme dans ma nouvelle communauté. Les lundis, mercredis et vendredis, je travaillais à temps partiel. Le week-end, j'aidais Nancy chez le fleuriste. Et pendant les heures restantes, je m'inscrivais à des cours d'écriture au collège local, apprenant à donner une voix à mon histoire avec force. J'ai même lancé un blog pour les femmes âgées, intitulé Rebirth. Le premier article s'intitulait « Quitter la maison sans nom sur la boîte aux lettres ». Après la séparation, la vie n'est pas immédiatement devenue glamour ou facile. Pas de fin de conte de fées, pas d'éclat de joie soudain, mais j'ai arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre décide si je méritais d'être bien traitée. C'était un matin gris lorsque j'ai rencontré le avocate. Sandra avait pris sa journée pour me conduire à son cabinet de confiance, Willow et Hartman, un petit cabinet spécialisé dans le divorce et la protection financière des femmes âgées. Le bureau était niché au-dessus d'une librairie d'occasion. En entrant, l'air était imprégné d'une odeur de vieux papier et de café fraîchement moulu. Notre avocate, Karen Yates, la cinquantaine, vêtue d'un blazer anthracite sur mesure. Elle feuilletait nos documents, certificat de mariage, titre de propriété, relevé bancaire avec une précision fulgurante, le ton posé, le regard fixé. Elle m'a posé une série de questions rapides, efficaces, approfondies, mais jamais froides. Vous étiez marié en 2005? J'ai hoché la tête. Et la maison était déjà à son nom à l'époque. Oui. Mais pendant le mariage, vous ne gagnez pas de revenus et vous étiez la principale personne à s'occuper de Richard pendant sa maladie. J'ai répondu doucement, oui. Elle a griffonné quelques notes, puis a levé les yeux vers moi. Rachel, tu as droit à plus que tu ne le penses. J'ai cligné des yeux, surprise. Karen m'a expliqué.
En vertu de la loi californienne, tu as le droit de réclamer une part équitable des biens matrimoniaux, y compris la croissance des comptes de retraite pendant le mariage, le partage des revenus et une pension alimentaire raisonnable. N'oublie pas, ce n'est pas de la mendicité. C'est l'exercice de tes droits. J'ai regardé Sandra. Elle a hoché la tête et m'a doucement serré la main. Et à cet instant, quelque chose de longtemps enfoui, étouffé par la honte et la complaisance, a commencé à remuer en moi. Je le mérite. Karen a réagi rapidement. Elle a déposé une ordonnance de protection temporaire pour geler certaines activités de compte et a déposé une déclaration officielle de séparation. Une semaine plus tard, Richard l'a pris. Cet après-midi-là, je revenais du fleuriste de New York quand mon téléphone sonna. Richard? J'hésitai, puis répondis. Rachel, commença-t-il d'une voix basse, mais l'assurance d'antan avait disparu, remplacée par une certaine fragilité. Tu comptes vraiment traîner des décennies de mariage devant les tribunaux pour une chose aussi insignifiante? Je restai silencieux, poursuivit-il. Tu ne fais que gâcher une affaire familiale. Tu crois que quelqu'un comme Karen, une avocate de second plan, peut vraiment te faire gagner quoi que ce soit? J'expirai lentement. Ma voix était égale. Elle n'a pas besoin de gagner. Il lui suffit de récupérer ce qui m'appartient déjà. Le silence régna. Je n'attendis pas sa prochaine réaction. Ierat strochai. Quelques jours plus tard, Dylan arriva. Il se tenait devant le fleuriste, le visage rouge de rage. « Tu essaies de nous ruiner ?» s'exclama-t-il. Je le regardai droit dans les yeux. Je ne dis pas un mot. « Est-ce que Sandra te paie ton avocat? Combien de temps crois-tu qu'elle continuera à porter ton poids mort? Tu es une parasite, Rachel. Tu l'as toujours été. Tu n'as jamais été des nôtres. » Avant que je puisse répondre, Nancy est arrivée et s'est placée devant moi. Sa voix était douce mais tranchante. Un mot de plus, et j'appelle la police. Dylan s'est reculé, un peu furieux. Tu vas le regretter. Tu crois obtenir quelque chose? Tu n'en as rien. Puis il est parti en trombe. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas discuté. J'ai juste classé chaque mot. Des années de silence n'avaient fait que me valoir un mépris encore plus profond. Alors maintenant, j'apprenais à parler. Karen a immédiatement entamé les démarches pour demander une divulgation financière complète. 10 ans d'historique de patrimoine de Richard. Je savais que ça le rendrait fou, car pour un homme comme Richard, l'argent, c'est l'identité. Être exposé, c'est humilier. Et maintenant, petit à petit, j'arrachais le masque qu'il portait depuis des décennies. Non pas par vengeance, mais pour lui montrer une vérité simple. Je ne suis pas la femme qu'on utilise gratuitement. Le matin du jugement, je portais un trench coat bleu marine. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille. Sandra entra à mes côtés dans le palais de justice, vêtue d'un élégant tailleur d'avocat, une main serrant son dossier, l'autre tenant délicatement le mien. Sa démarche était assurée, son expression résolue. Je la suivis dans les couloirs froids du bâtiment, et soudain je me souvins de l'avoir accompagnée à l'école, il y a des années, quand c'était moi qui la protégeais. Et maintenant, elle utilisait son savoir et son courage pour se tenir à mes côtés. On ne me menait plus. J'avais quelqu'un de mon côté. Le procès ne dura pas longtemps. Karen avait tout préparé avec une précision irréprochable. Richard essaya de temporiser, mais il n'avait rien, aucune preuve pour étayer une quelconque affirmation selon laquelle je n'avais pas droit à une part de nos biens matrimoniaux. En fait, lors de la déclaration de patrimoine, il apparut qu'il avait discrètement transféré des fonds au nom de Dylan l'année précédente. Le juge le signala immédiatement, une tentative de contourner la répartition équitable. Lorsque le jugement fut lu à voix haute, ce fut comme si la salle d'audience était plongée dans un silence total, comme si mes oreilles avaient été mises sous verre. Tout ce que j'ai entendu, aussi clair qu'un couteau tranchant du papier, c'était un mot. Grant, j'en avais un. On m'a accordé un tiers de nos biens matrimoniaux en compensation financière, y compris les fonds de nos comptes joints et une partie des revenus des placements. Le tribunal a également condamné Richard à verser une pension alimentaire de 2500 $ par mois pendant 2 ans. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni vengeance, juste un soupir de soulagement. Ce n'était pas une aubaine. C'était un remboursement. Le remboursement de 2 décennies de travail non rémunéré, d'érosion émotionnelle et de la lente et pénible érosion de soi. Je pensais que ce jugement serait la fin. Une coupure nette, une dernière page. Mais 2 semaines plus tard, une lettre recommandée est arrivée de l'hôpital. Elle indiquait que Richard avait été admis d'urgence aux urgences suite à une crise d'hypertension et une hypoprofusion cérébrale. Il avait été transféré aux soins intensifs. Aucun membre de sa famille n'était inscrit au dossier. Personne n'avait signé l'autorisation de soins de longue durée. J'étais assis à la table de la cuisine, la lettre à la main,
parfaitement immobile. Il avait eu l'air bien au tribunal, se tenant comme un homme encore maître de lui. Mais ce verdict a dû briser son dernier masque. Car pour des hommes comme Richard, l'argent, le contrôle et l'image ne sont pas que des outils. C'est le sang et l'oxygène. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. J'ai plutôt appelé Karen et lui ai demandé de transférer toutes les autorisations légales liées aux soins à Dylan. Elle a relancé le lendemain. C'est fait. Mais Dylan ne se montre pas coopératif. Je n'ai pas été surpris. Dylan, comme son père, était un opportuniste pur jus. Dès qu'il a appris que la moitié des biens avaient disparu, il a probablement décidé que Richard n'était plus utile. Mais plus rien de tout cela ne me concernait. Quelques jours plus tard, alors que Nancy décorait des rosiers, elle m'a dit « J'ai entendu dire que Dylan avait posté quelque chose en ligne, comme quoi trimballer des dettes médicales et refuser de mourir est un gaspillage de ressources. Au moins, une mort rapide permet de toucher l'argent de l'assurance. » J'ai hoché la tête. Je n'ai pas répondu. Et à cet instant, j'ai enfin compris. La plus grande peur de Richard n'avait jamais été la maladie. Ce n'était jamais l'argent. C'était l'idée que plus personne ne choisirait de souffrir à sa place. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il a tout donné à Dylan. Et Dylan, lui, attend juste un certificat de décès. Richard n'aurait jamais imaginé que ça finirait comme ça. Et je n'aurais jamais imaginé qu'au bord de sa vie, je ne ressentirais absolument rien. Ni pitié, ni chagrin, seulement la certitude inébranlable que partir était la chose la plus digne que j'ai jamais faite. La lumière du soleil du début de l'été filtrait, à travers les rideaux transparents du premier étage du fleuriste, projetant une chaude lueur oblique sur la pièce. J'étais assis au vieux bureau en bois près de la fenêtre. Un épais carnet était posé sous mon clavier. Sur l'écran, le titre de mon article de blog me fixait. D'être nécessaire à être vu. Il m'avait fallu 3 jours entiers pour écrire, non pas parce que c'était difficile, mais parce qu'à chaque paragraphe, je découvrais tout ce que j'avais à dire. Pour la première fois, je pouvais raconter mon histoire avec ma propre voix. Plus à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Plus besoin de tourner autour du pot avec la douleur. Je suis maintenant rédactrice indépendante agréée. Chaque mois, je contribue à 2 plateformes lifestyle et je gère ma propre chronique par abonnement. Le lectorat est modeste mais sincère. Il laisse des commentaires du genre « Tes mots sont doux comme de l'eau tiède. » Doux, mais jamais faible. Merci pour ton courage. Ça m'aide à trouver le mien. Ce jour-là, Sandra est arrivée de Boston en avion pour me rendre visite. Elle est descendue de la navette en agitant un petit sac en papier. « J'ai apporté tes brownies préférés », a-t-elle dit avec un sourire. Je l'ai pris en riant et j'ai remarqué un petit autocollant à l'extérieur. Elle l'avait imprimé elle-même. « Félicitations, maman, pour ta renaissance. » La première chose qu'elle a faite en entrant dans l'appartement a été de bien regarder autour d'elle. « Maman, tu as vraiment fait de cet endroit le tien. » « Bien sûr, » ai-je dit en désignant une nouvelle plaque en bois au mur. Gravée dessus, l'espace de Rachel, calme, curieux, libre. Nancy m'avait aidé à la choisir. Elle a dit qu'elle reflétait exactement qui je suis maintenant. Nous nous sommes assises dans la cuisine pour prendre le thé et discuter. Puis, sans prévenir, Sandra m'a demandé « As-tu entendu parler de Dylan ces derniers temps ?» J'ai secoué la tête. Non. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Elle a hoché la tête, sans insister davantage. Nous savions toutes les deux que si ce qui se passait de ce côté-là de la vie me tenait encore à cœur, je ne l'avais pas vraiment abandonné. Mais si. Je pouvais maintenant le dire pleinement et librement. Ce qui s'effondre dans leur monde ne me concerne plus. Après le dîner, elle a sorti un recueil d'études de cas de son bureau. Des histoires sur l'indépendance financière des femmes âgées. J'ai feuilleté quelques pages et j'ai trouvé une section soulignée en bleu vif. À tout âge, décider de ne plus être agréable est un acte de courage. Mais la vraie victoire, c'est de devenir pleinement soi-même sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. J'ai plié le coin de cette page et levé les yeux. Te souviens-tu, quand tu étais petite, et que tu m'as demandé quel genre de personne je voulais être? Sandra Asuri. Tu as dit, quelqu'un de confiance, mais jamais tenu pour acquis. J'ai hoché la tête. Et maintenant, je comprends enfin. Pour être respectée et digne de confiance, je dois d'abord me faire confiance. Nous avons passé le reste de l'après-midi à aider Nancy à disposer les nouveaux rosiers dans son jardin. J'ai choisi l'emplacement central du support et j'ai inscrit le nom de la variété sur une étiquette en bois vierge. Sandra y a jeté un coup d'œil et a ri. Rose de gratitude. Vraiment? J'ai souri. Absolument. C'est ce que je ressens. C'est une floraison tardive, mais régulière. Au crépuscule,
Les guirlandes lumineuses au-dessus de la porte du magasin se sont allumées une à une. Je suis restée sur le seuil, regardant l'allée s'emplir de rires doux, du tintement des carillons éoliens et de la lueur lointaine des phares. Et j'ai réalisé que je me tenais aux portes d'une vie entièrement nouvelle. Plus définie par la famille ou les besoins des autres. Plus la femme invisible au deuxième acte de sa vie, juste moi. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était plus que suffisant.